Retour plateau, nous sommes toujours sur TV Finance et sur Boursorama. Mon premier invité de la matinée, c'est Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez de la semaine? Alors, on retiendra plusieurs choses, mais notamment l'Italie, qui est, je dirais, l'événement qui a un peu ravivé le crainte des investisseurs, notamment l'arrivée au pouvoir donc, de la coalition du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord, et les propositions qui ont été détaillées toute la semaine sur leur possible programme. Donc il y a eu deux propositions qui n'ont pas été retenues, mais qui ont agité un petit peu les craintes des investisseurs, notamment la possibilité de créer une monnaie parallèle qui serait basée sur l'euro. Et là, exit l'euro. Voilà, donc là, ça aurait pu poser... Donc là, on n'en parle plus visiblement, c'est plus au programme. Non. En revanche, il y a d'autres mesures qui sont normalement restées dans le programme et qui peuvent, je dirais, poser un certain nombre de problèmes quant à la capacité de l'Italie à rembourser sa dette sur le long terme, notamment des mesures très dépensières comme supprimer la réforme des retraites mise en place par Mario Monti. Vous avez aussi la création d'un revenu universel, entre guillemets, donc un revenu citoyen. Ouais, ça c'est un peu logique pour un programme de gauche. Voilà, et aussi la création d'une flat tax, donc réduction massive pour que ce soit les entreprises ou les particuliers, mais le total de ces mesures pourrait coûter plus de 100 milliards d'euros dès la première année et donc amener à un déficit très conséquent si toutes ces propositions étaient retenues et si elles ne sont pas couvertes par des rentrées fiscales. Donc la question est aujourd'hui un petit peu, est-ce que ces mesures vont être appliquées ? Est-ce qu'elles vont être retenues dans le programme final? Et en parallèle, comment on pourra avoir un déficit qui soit dans les clous de Bruxelles? Donc ça, deux mots peut-être sur cette dette. On parle d'une somme de 250 milliards, c'est la fameuse dette obligataire. Alors en fait, les 250 milliards, c'est le montant de la dette italienne détenue par la BCE. Donc il y avait un certain nombre de discussions là-dessus, notamment le fait éventuellement de la soustraire au calcul de la dette totale, qui elle est estimée à 2,3 trillions d'euros, donc un peu plus de 130% du PIB italien, ce qui est relativement conséquent aujourd'hui, et donc qui a un petit peu, je dirais, poussé les investisseurs à réévaluer la capacité de l'Italie à rembourser. C'est pour ça que vous avez une progression sur le 10 ans assez marquée depuis le début du mois de mai. On était aux alentours des 1,70, aujourd'hui on est plutôt à 2,10. Donc ça va rester quand même... Il y a un gros spread avec l'Allemagne, effectivement. Exactement, ça va rester à mon avis dans les prochaines semaines un thème à regarder, notamment le détail de ce programme qui va être publié aujourd'hui, et potentiellement aussi on regardera quel sera le ministre italien en charge d'appliquer ce programme. Globalement, vous êtes inquiet pour le marché italien ou pas? Alors pour l'Europe plus généralement. En gros, le marché italien, beaucoup de choses ont déjà été prises en compte. Maintenant, on attend des détails. La question, ça va être plus quel sera l'impact et le signal envoyé à destination de toute l'Europe, en amont d'un sommet important qui se tiendra fin juin. Et surtout sur la cohésion, parce que là, on a vraiment un mouvement nouveau avec une vision totalement différente de ce que peuvent avoir la France ou l'Allemagne. Et ça met aussi en lumière plusieurs choses dans l'ensemble de l'Europe. Vous avez aussi des gros changements, si vous regardez les sondages en Espagne. Les partis traditionnels maintenant sont derrière aussi. Donc on a vraiment une vision qui peut s'affronter et ça peut mettre en pause, voire remettre en cause complètement des réformes, que ce soit sur tout ce qui est union bancaire ou mécanisme de stabilité européen. Donc un week-end chargé, on verra ça lundi puisqu'on devrait avoir le nom du nouveau chef du gouvernement. La deuxième actualité majeure en ce qui vous concerne, c'était le marché américain et les taux américains surtout qui montent. Le 10 ans américain est à 3,10, 3,11. Voilà, donc on a enfin cassé le seuil des 3% sur le 10 ans qui était regardé par à peu près tout le monde. L'idée, c'est que ça s'explique par plusieurs choses, notamment les données économiques de cette semaine qui étaient plutôt bonnes. Si on regarde, par exemple, les ventes au détail sont ressorties en ligne, mais ont été révisées en hausse en mars et en février. Donc, ce qui suggère que la consommation américaine devra accélérer au deuxième trimestre, donc ça a plutôt un bon signe. On a eu la production industrielle qui est ressortie au-dessus des attentes en avril et qui était aussi au-dessus en mars. Et vous avez les premiers indicateurs pour le mois de mai, donc activité manufacturière à New York et à Philadelphie, qui étaient encore une fois au-dessus des attentes et qui tendent à montrer que malgré les craintes de guerre commerciale avec la Chine, l'activité manufacturière est toujours soutenue. La Chine qui a fait un petit effort.
Alors la Chine qui a fait un petit effort, Vis-à-vis des qui États-Unis. semble aller vers un compromis en ce qui concerne le déficit. Donc on savait qu'ils étaient prêts à réduire le déficit de 50 milliards. Le chiffre avancé dernièrement, c'est 200 milliards, mais il est associé à tout un tas de Alors conditions. justement, ce chiffre de 200 milliards, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça correspond à la target fixée, parce que Trump avait l'air de dire c'est un premier pas, donc Alors, il s'attend à mieux. On est vraiment dans une négociation commerciale, là. c'est complètement une négociation commerciale. Je dirais, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Il y a le premier paramètre, c'est le déficit. Donc, avec la Chine, c'est 375 milliards, donc 200 milliards, ce serait plutôt significatif. Mais cette proposition de 200 milliards, côté chinois, va être associée à tout un tas de conditions et qui pose un autre problème, c'est le secteur de la technologie, où les États-Unis aujourd'hui sont plutôt dans une logique où ils ne veulent plus laisser les pratiques chinoises traditionnelles s'appliquer, notamment sur les transferts de technologie, valorisation de technologie, etc. Donc ça reste quand même un domaine où il y aura à mon avis très peu d'avancées parce qu'on est sur je dirais des visions stratégiques de très long terme et on voit mal comment les Chinois, donc, c'est vraiment un de leurs thèmes à échéance avec le Made in China 2025, faire marche arrière là-dessus, et côté américain c'est aussi un petit peu le cheval de bataille. Donc il y aura à mon avis des compromis sur le déficit, éventuellement avec des baisses de droits de douane dans plusieurs secteurs, mais globalement voilà, le sujet de la technologie va rester aussi sur le devant de la scène pendant un long moment à mon avis. Alors comment vous situez le marché américain? Parce qu'on a l'impression que d'un point de vue économique, on est à un sommet en ce qui concerne les États-Unis. Alors il y a plusieurs manières de voir les choses. Si on regarde un petit peu la macroéconomie mondiale, on peut se dire, et c'est notre vue, que 2018 on devrait atteindre un top, parce qu'il y a tout un tas de pays, notamment les pays développés, qui sont au maximum de leur potentiel de croissance, voire un petit peu au-dessus. Donc on devra avoir une normalisation, notamment avec les politiques monétaires qui tendent à être beaucoup moins accommodantes, voire restrictives, notamment aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment le côté, je dirais, un peu macro-mondial. Si on regarde aux États-Unis maintenant, juste la macroéconomie, plutôt des bons chiffres, comme je l'ai dit. Une croissance... C'est presque ennuyeux? Inquiétant? On ne va pas dire ça encore, mais... Oui, mais le marché a besoin d'informations, de ressort pour continuer sa croissance, alors que là, on a l'impression qu'on touche quelque chose quand même. Alors, on atteint peut-être des limites sur 2018. Il faut quand même attendre de voir le temps que se mette vraiment en place, je dirais, la réforme fiscale à 100%. Les premiers résultats sont plutôt bons, parce que vous avez un article Reuters ce matin qui soulignait que les investissements des boîtes, donc du S&P au T1, étaient en hausse de quasiment 20% en rythme annuel, donc ce qui est plutôt un bon signe et qui traduit un phénomène de transmission donc du programme de réduction fiscale à de la dépense d'investissement. Donc on verra la suite. La question aussi, ce sera plus une analyse en termes de marché et en termes de ce qui soutient les marchés, c'est les résultats qui étaient plutôt bons, révisés en hausse. C'est donc les dividendes qui sont stables, on va dire à 2%, mais surtout les programmes de rachat d'actions qui devraient atteindre un plus haut historique cette année. Donc on est sur 650 milliards de dollars à peu près. C'est quand même 3% en fait du montant de la capitalisation. La position de la Fed, vous êtes vous sur 3 ou 4 hausses? Alors on est passé à 4 hausses de taux essentiellement. C'est le consensus actuellement. C'est le consensus des économistes, c'est plutôt 4, le marché entre 3 et 4. L'idée c'est que en termes de croissance, les chiffres sont plutôt bons. C'était pas vraiment, je dirais, le point d'incertitude. La vraie question, c'est plus les anticipations d'inflation et qui commence à remonter. On l'a vu à travers des sondages récemment, que ce soit la Fed de New York, que ce soit la Fed de Cleveland, que ce soit d'autres Fed. On commence à avoir des indicateurs sur les anticipations de l'inflation de long terme qui remontent, sur les salaires, des petits indicateurs comme ce qu'on appelle quitting rate, donc c'est le départ volontaire, c'est un plus haut de quasiment depuis 2005. Donc voilà, potentiellement des signes d'inflation qui peuvent arriver fin d'année ou l'année prochaine. Très bien. Autre chose dans l'actualité qui a retenu votre attention ou pas? Non, je pense que c'est déjà pas mal. Sur la France, peut-être pour terminer très rapidement, comment vous trouvez l'économie française? Parce que le marché monte, tous les clignotants sont au vert, on a envie d'y croire. Bon, on est dans une phase où on aura une croissance encore aux alentours des 2% cette année. C'est plutôt bien. Plutôt bien comparativement à ce qu'on a pu connaître depuis la crise. Après, il faut quand même rester vigilant. Il peut y avoir des facteurs transitoires, on l'a vu au T1, qui peuvent peser. Et notamment, il ne faudra pas sous-estimer l'impact des grèves sur les transports. Donc, ils peuvent potentiellement amener à des petites révisions à la baisse. Mais globalement, on sent qu'il y a un mouvement
plutôt positif, de confiance des entreprises, de confiance des ménages, qui suggère que voilà, une croissance qui sera entre 1,5 et 2, plutôt vers les 2%. Mais ce là, qui on est plutôt sur une target de 2 quand même. Voilà, on est plutôt sur une target de 2, donc ce qui reste quand même encourageant. Et puis avec récemment la baisse de l'euro, non pas simplement contre le dollar, mais contre un gros panier de monnaie, on pourra avoir une petite, je dirais, on en a stimulus sur on y reviendra sur le plan des exportations. Parce que l'euro a un petit peu baissé, donc c'était plutôt bien ça aussi. Christophe Barraud, merci beaucoup pour toutes ces informations et d'être venu ce vendredi matin. Très bonne journée à vous et très bon week-end surtout. De même.